Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur cette matinale du nous avoir rejoints. Vous êtes 200 inscrits et pour l'instant vous êtes plus de 100 à être déjà connectés. Donc heureux de vous avoir en ligne pour cette matinale sur un sujet qui est un sujet qui peut être glissant quelquefois quand on ne le mesure pas bien. Le thème donc c'est le CSE et le risque URSSAF. Vous savez certainement que c'est un sujet qui, je sais pas si on entend, si vous pouvez, est-ce que tout le monde est bien en mode silencieux? Voilà, c'est bon. Oui. Donc, c'est certainement, si vous êtes connecté, que c'est un sujet qui peut être dangereux quand on ne l'aborde pas avec toutes les précautions nécessaires, puisqu'on parle de règles d'URSSAF, et aussi on parle de tolérance d'URSSAF. Et en plus, nous sommes en fin d'année, donc avec des dépenses et des bons d'achat, quelquefois des prestations, des chèques culture et autres. Donc, les règles à connaître sont importantes. Et puis, quelquefois, il y a aussi des contrôles d'URSSAF. Donc, la matinale de ce matin a pour vocation de vous éclairer sur ces points-là que vous connaissez peut-être pour certains, mais dont nos deux intervenants, Françoise Boisvert de Pedro, qui est, comme Guillaume Sauvage, deux des membres de notre comité CSE du Conseil de l'Ordre, donc qui sont experts comptables, qui sont bien sûr très actifs dans une clientèle de CSE et qui en plus connaissent bien ces sujets-là, ont préparé un support pour vous. Alors pendant qu'ils vont présenter ce support, qui est extrêmement détaillé et actualisé jusqu'à cette nuit, il y a eu des modifications, c'est vous dire à quel point le sens du détail a été apporté pour ne rien louper. Vous avez sur votre écran à droite une notion chatter. Je ne sais pas si vous la voyez pour les uns ou les autres, ce qui vous permet de poser des questions par écrit, puisqu'il n'y a pas de questions orales, mais par écrit, ce qui nous permettra de voir vos questions et peut-être d'y apporter les réponses, en espérant que nous avons les réponses à vous apporter. Voilà. Pour tout état de cause, même après cette matinale, vous pouvez nous contacter en écrivant au Conseil de l'Ordre pour le comité CSE et pour certains confrères qui nous écoutent, qui sont peut-être expérimentés dans ce domaine-là, en matière de CSE, ils peuvent aussi rejoindre le comité CSE, qui sont des confrères comme vous et moi, qui ont un peu d'expérience, qui cherchons à la mettre au profit de l'ensemble des autres confrères. Voilà. Notre idée étant que chacun assume ses missions au mieux, puisque une bonne image d'un expert comptable, c'est une bonne image de la profession globalement. Voilà, donc je vais laisser la parole tout de suite à nos intervenants. Donc, je ne sais pas si vous les voyez. À l'écran, normalement, vous les voyez. Vous voyez Françoise, on la reconnaît bien, et Guillaume, on le reconnaît aussi, c'est lui qui a la barbe. Donc, je ne sais pas si c'est bien clair chez vous, parce que les deux portent des lunettes. Et l'image semble assez claire pour moi. Voilà, je vous laisse avec donc Françoise et Guillaume pour cette matinale. Eh bien, bonjour à tous, ravi de partager avec vous ce début de matinée. Vous me dites surtout si, d'un point de vue technique, l'écran ne s'affiche pas et si vous ne voyez pas la diapositive à l'écran. On va aborder effectivement bien, je vais passer sur le sommaire. On va dans un premier temps vous détailler un petit peu quelles sont les règles ou tolérances effectivement URSSAF qui ont été prévues. Et puis, dans un second temps, l'impact que ça peut avoir dans un contrôle URSSAF et comment ce contrôle URSSAF a lieu. On abordera une nouveauté qui est le bulletin officiel de la sécurité sociale et qui, pour le moment, n'interagit pas sur ces tolérances, mais qui, dans un court terme certain, va influer. Et donc, on va aborder ce sujet-là. Et enfin, on finira par des points d'attention qui sont justement soit des nouveautés de dernière minute, soit justement des sujets sur lesquels on n'a pas forcément une réponse précise. Et puis justement, ça ouvrira dans un cinquième point sur les questions que vous pouvez avoir autour des sujets abordés. Moi, je ne vois pas le chat, mais si les autres intervenants peuvent éventuellement m'en faire part au fur et à mesure que je le déroule,
les différentes pages, ça nous permettra de rebondir au fur et à mesure si vous avez des questions par rapport aux points qui vous sont présentés. On le fera. Je passe la parole à Françoise rapidement. Bonjour. Se présenter. Donc, Françoise Boisvert, commissaire aux comptes et expert comptable, avec une spécialité de ce domaine qui est le comité social et économique. Donc, j'aborderai plus précisément en relais avec Guillaume ce qui concerne les bons d'achat ainsi que, en fin de session, les points d'attention. Parfait. Alors, effectivement, je ne me suis pas présenté. Je suis actuellement expert comptable commissaire aux comptes et je travaille dans un cabinet qui travaille principalement auprès de CSE. Alors, juste une erreur de manipulation, voilà. Donc, au niveau des règles URSSAF, il faut savoir que ces règles sont gouvernées par des tolérances qui sont données par la sécurité sociale, mais également des règles que l'on peut retrouver dans le code du travail. Pourquoi? Parce qu'il faut déjà, pour qu'un CSE puisse attribuer des prestations, que ce soit une activité sociale et culturelle au sens légal du terme. Donc ça, c'est l'article R2312-35 du Code du travail qui les définit. C'est un article qui a été revu dans le cadre des ordonnances Macron et du passage en CSE, même si sur le fond, il ne change pas la définition d'une activité sociale et culturelle. Et donc, pour qu'un CSE puisse proposer une prestation, il faut déjà que ça réponde effectivement au fait que eh bien, ça promeut réellement une activité qui soit culturelle, sportive, qui permette de pouvoir améliorer le bien-être des salariés, l'accès aux vacances. Voilà, grosso modo, ce qu'indique cet article. Et puis, il y a des jurisprudences qui définissent également que les activités proposées par le CSE doivent être facultatives, améliorer donc les conditions de vie des salariés, pouvoir être proposées à tous et attribuées de façon non discriminatoire. Pourquoi? Parce que il ne s'agit pas de pouvoir donner plus à l'un qu'à l'autre, sauf à pouvoir faire de la discrimination entre guillemets positive. C'est pas comme ça que c'est pas le terme retenu, mais l'idée est là. Il est possible de pouvoir proposer aux uns et aux autres, eh bien, selon qu'on est plus ou moins, selon le nombre d'enfants, eh bien, une prestation plus ou moins aidée par le CSE. Donc ça, ce sont pas tout ce que je viens de vous indiquer là, ce sont les jurisprudences et le Code du travail qui fixent effectivement ce que peut faire un CSE. Et puis l'URSSAF, elle, est venue y rajouter d'autres contraintes et d'autres tolérances. Il faut savoir que au niveau de ces tolérances, ça n'a jamais été repris, pour le coup, dans un texte de loi. L'URSSAF, avec l'ACOS, qui est l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, eh bien, a défini finalement des situations dans lesquelles il est possible qu'un CSE puisse proposer des prestations sans qu'il y ait besoin de payer des cotisations sociales. Le principe est simple. À la base, tout gain obtenu par un salarié en lien avec son activité professionnelle, bien l'URSSAF récupère avec les charges salariales et patronales, bien grosso modo 50% du montant. Là, eh bien, quand l'employeur le verse à un CSE qui le redistribue pour des activités sociales et culturelles, l'URSSAF, si elle l'accepte, ne reçoit pas de cotisation sociale. Encore faut-il que ça rentre dans ces tolérances. C'est là tout l'enjeu justement de la matinale de ce matin, c'est de connaître quelles sont ces tolérances, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, et de vous préciser ici que ces tolérances ne sont pas prévues dans un texte de loi, elles sont uniquement prévues sur un site internet, c'est ce qu'on va voir juste après, ce qui fait que
eh bien, la Cour de cassation, elle, qui s'appuie sur un texte légal pour trancher, eh bien, quand un contrôle et une entreprise refuse un redressement et que c'est porté au tribunal administratif puis en Cour de cassation, la Cour de cassation retoquera systématiquement puisque elle considère, elle, que bien, il ne peut pas y avoir, les tolérances n'existent pas d'un point de vue légal et donc systématiquement, elle considère que il faut trancher en faveur d'un redressement et de soumettre à cotisation sociale l'ensemble des prestations proposées par les CSE. L'ACOS, juste avant de passer à la page suivante, indique bien que les versements qui sont attribués par les CSE, qui sont distribués par l'employeur, mais à travers les CSE, si elles sont distribuées de manière automatique et non personnalisée par ces CSE, eh bien, font que de toute façon, les tolérances, il n'y a pas de tolérance, c'est tout de suite assujetti à cotisation sociale. Alors, il y a demandé aux URSSAF, alors d'ailleurs on a mis aux URSSAF au pluriel, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une URSSAF, il y a autant d'URSSAF que de régions, et donc demander aux URSSAF par l'ACOS de faire preuve de certaines indulgences sur certains sujets. Donc ces fameux sujets, on va les détailler par la suite dans notre présentation. On va essayer justement d'être exhaustif sur tout ce qui est possible de faire. Ce qui faudra donc dire que tout ce qu'on ne vous aura pas détaillé est en principe pas possible de pouvoir être proposé sans prendre un risque pour le CSE et de ne pas être redressé. Donc vous avez donc une logique de base qui indique que eh bien, tout ce qui fait l'objet vraiment d'un accès à la culture, aux loisirs, aux vacances, eh bien, n'est pas soumis à cotisation sociale, et tout ce qui n'est pas un accès à ces sujets-là, eh bien, fait l'objet d'un complément de rémunération. Alors, vous avez un site internet, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure, qui précise bien ce qui est possible de faire. C'est le site de l'URSSAF. Alors, vous avez le lien qui est indiqué ici en bas de l'écran en bleu. Généralement, sans faire de pub sur les navigateurs de recherche, mais quel qu'il soit, si vous tapez dans un navigateur URSSAF espace chèque vacances, ça vous emmène toujours au bon endroit et après vous pouvez naviguer. Chèque vacances est un des sujets sur lesquels on peut facilement donner sans prendre sans avoir de risque de redressement. Mais si vous les retrouvez au bon endroit sur le site de l'URSSAF où les règles sont indiquées, effectivement, tapez ça sera plus rapide que de se taper l'ensemble du lien qui est ici affiché. Donc, pour résumer et pour conclure sur ces tolérances, eh bien, l'ACOS demande aux inspecteurs de l'URSSAF de s'assurer effectivement que ces tolérances soient respectées et sinon de redresser. Néanmoins, ça n'a pas force de loi et donc c'est au bon vouloir effectivement des inspecteurs et de leur interprétation aussi de ces tolérances, ce qui rend d'autant plus difficile le rôle de l'expert comptable et des conseils que nous avons à donner, puisque selon les sujets, il peut y avoir des interprétations différentes et quoi qu'il arrive, l'inspecteur aura plutôt toujours le dernier mot, puisque il ne sera pas possible de se baser sur des jurisprudences ou sur des textes de loi pour pouvoir refuser finalement un redressement. Alors, la seule solution qui est possible, c'est le rescrit social. Le rescrit social, c'est bien comme un rescrit fiscal, la possibilité de pouvoir contacter son URSSAF en tant que CSE et, enfin, plus exactement en tant qu'employeur, le CSE doit, puisqu'on va le voir tout à l'heure,
ce sont les employeurs qui font l'objet d'un contrôle. Et même s'il s'agit du contrôle du CSE, le contrôle passe par le contrôle de l'employeur et ce contrôle descend au niveau du CSE. Et donc, pour réaliser un rescrit social, le CSE devra demander à son employeur d'interroger son URSSAF pour demander comment interpréter telle et telle tolérance indiquée au prisme d'une situation spécifique qu'il peut y avoir dans le CSE. Et la réponse ou l'absence de réponse protège le CSE. Alors, à l'absence de réponse, eh bien, effectivement, puisque l'URSSAF dispose d'un délai de 3 mois pour notifier sa décision. Et donc, l'absence de réponse fait que, eh bien, elle ne pourra pas redresser sur le sujet qui a été posé par le CSE, enfin, par l'employeur, par le CSE à travers l'employeur, sur la période qui est d'après ce qui commence à partir du moment où on a posé la question jusqu'au redressement possible. Voilà pour cette logique de tolérance qui effectivement ne sont pas des règles. Jean-Luc a bien fait de le préciser en introduction. On se base effectivement sur des interprétations. Alors, quelles sont-elles? Avant de rentrer sur une présentation de ces différentes tolérances en les citant pêle-mêle par la suite, il y a un principe en tout cas qui est commun à toutes, c'est le principe de non-discrimination. Il n'est pas possible de pouvoir proposer une prestation à certaines catégories de salariés ou de différencier selon que l'on soit cadre, par exemple, ou non cadre. C'est quelque chose qu'on voit très souvent. Et si vous êtes confronté à un CSE qui effectivement distingue ces prestations selon qu'on soit cadre ou non cadre, ce qui peut être tentant, puisque généralement, ce sont des informations que l'employeur communique quand il classe les salariés dans la liste des salariés pouvant bénéficier du CSE. Et bien là, votre client prend un risque certain, puisqu'effectivement, les URSSAF ont clairement dit que c'était considéré comme discriminatoire, tout simplement parce qu'on peut être un jeune cadre et gagner moins bien sa vie qu'un étam qui aurait 25 années d'ancienneté. Donc, le statut ne peut pas être un critère pour pouvoir différencier les aides octroyées par le CSE. L'ancienneté non plus. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent. On ne peut pas considérer que eh bien, ceux qui ont plus de 2 ans d'expérience, d'ancienneté dans l'entreprise, pourraient avoir des aides améliorées année après année. Je dis 2 ans comme quelle que soit la règle, mais on ne peut pas imaginer effectivement que l'ancienneté joue. On va pouvoir voir qu'on va pouvoir mettre néanmoins une durée d'ancienneté. Les URSSAF accèdent jusqu'à 6 mois, je le développerai juste après. Mais en tout cas, ça ne peut pas être un critère de modulation pour pouvoir proposer des prestations différentes. Il n'est pas possible de pouvoir jouer sur la présence effective. La présence effective, c'est justement, est-ce que vous êtes en congé maternité, par exemple, eh bien, vous n'auriez pas le droit à une prestation proposée par le CSE. Non, là aussi, ça serait considéré comme discriminatoire. Ça ne peut pas être, on ne peut pas bien sûr jouer sur les caractéristiques personnelles, que ce soit d'ordre de l'âge, que ce soit de l'âge, sexe, etc., situation géographique. Voilà, ça n'est pas possible. Alors, il est possible, puisque j'ai indiqué situation géographique, de faire une petite précision sur le sujet. Si votre comité gère plusieurs sites qui sont assez éloignés les uns des autres et que les spécificités géographiques font qu'il n'est pas possible de proposer la même prestation à tous. Pourquoi? Parce que, par exemple, dans le cadre d'un événement de Noël, il y a un arbre de Noël qui a lieu sur tel site qui n'est pas possible de pouvoir être proposé dans les mêmes conditions avec les mêmes caractéristiques sur un autre site. Eh bien, il peut y avoir des prestations données différentes tant qu'elles sont considérées comme équivalentes
Sinon, effectivement, ça ne respectera pas ce principe de non-discrimination. Voilà pour ce qui n'est pas possible de faire. Néanmoins, il est possible, comme je disais, de faire de la discrimination positive, et c'est d'ailleurs parfois même obligatoire, notamment sur les chèques vacances, où l'URSSAF indique que les critères, le CSE doit les distribuer en fonction de critères sociaux. Et donc là, on voit bien qu'effectivement, ce sont des... On va plutôt faire une discrimination qui va permettre positive, dans le sens où on va dire, par exemple, alors c'est au CSE de choisir ses critères, hein, mais donc par exemple, on pourrait dire effectivement que le nombre d'enfants du salarié peut permettre de bénéficier de plus d'aide par le CSE. Ça peut être, vous voyez, là effectivement, on va plutôt favoriser aussi les salaires. Ceux qui ont des salaires ou des revenus moins élevés pourront bénéficier d'une aide supérieure. Donc là, on est effectivement dans une situation où le principe de non-discrimination ne s'applique pas. On ne dit pas, mais attendez, c'est discriminatoire pour les personnes qui ont un gros salaire. Donc, ça ne fonctionne pas comme ça. On est effectivement sur une discrimination positive, et en tout cas sociale, qui est autorisée. Alors, pour finir sur le critère d'ancienneté de 6 mois que je vous indiquais, eh bien, l'ACOS a pris une position, et généralement, voilà, on retient cette page que vous voyez ici, donc je ne sais pas pour vous en faire lecture, mais surtout pour être en mesure de pouvoir l'étayer auprès d'un client en reprenant cette page. Eh bien, la question est toujours de savoir si on met un critère d'ancienneté pour pouvoir bénéficier des aides du CSE, de quelle période, et est-ce que ça ne serait pas considéré comme une mesure discriminante. L'ACOS a pris une position justement pour dire qu'il était possible de mettre un critère d'ancienneté jusqu'à 6 mois. Néanmoins, il faut vous assurer que ce critère d'ancienneté n'impacte pas de facto d'autres critères qui feraient que eux ne lèvent pas le principe de discrimination. Je m'explique. Vous pouvez, si vous mettez une période d'ancienneté de 6 mois dans un CSE où la plupart des salariés qui sont en CDD de 4 mois pour l'essentiel, parce que vous êtes sur une activité qui est très saisonnière, et vous savez, sur une grosse période de l'année, des contrats qui sont de 4 mois, en mettant ce critère d'ancienneté de 6 mois, il sera jugé comme pour autant une mesure discriminante, et donc qui serait retoquée parce qu'effectivement, elle met de côté toute une catégorie des salariés. Alors, ce qui fait que vous pouvez le faire jusqu'à 6 mois si tant est effectivement que le nombre de mois que vous indiquez n'évince pas des catégories de salariés. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut en retenir. On ne peut pas prendre le chiffre de 6 mois en tant que tel. Ça dépend effectivement de la situation de l'entreprise. Le principe, c'est juste de pouvoir considérer que le nombre de mois d'ancienneté qui est autorisé permet d'assurer au CSE de pouvoir donner plutôt aux salariés qui ont tendance à rester et pas ceux qui partiraient dans des périodes, au moment de période d'essai ou dans les premières semaines ou premiers mois de leur intégration. Alors, la première, avant que je passe la parole à Françoise sur les différentes tolérances qui sont indiquées par l'URSSAF, il y a un premier type de prestation que l'on n'attend pas, et ce n'est d'ailleurs pas une tolérance pour le coup, parce que effectivement, ça résulte bien d'un texte de loi, mais ça rentre dans la liste des prestations finalement que le CSE peut proposer sans avoir à soumettre à cotisation sociale ces aides.
mais il s'agit des aides financières pour le travail à domicile ou les gardes d'enfants âgés de moins de 6 ans. Et ça, il est autorisé dans la limite d'une aide de 1 830 € par année civile et par bénéficiaire de pouvoir effectivement participer en tant que CSE au financement des prestations de personnes à domicile. Donc, si vous allez sur le site de l'URSSAF, toujours de la même façon, vous cliquez, vous tapez URSSAF chèque vacances et puis vous remontez juste dans la liste de ce qui est autorisé un petit peu plus haut et vous allez effectivement sur le travail à domicile et les gardes d'enfants de moins de 6 ans. Vous allez avoir une liste de choses que le CSE peut financer sur le travail à domicile, qui est assez importante, qu'on ne liste pas ici, hein, mais ça va des services de ménage, des services de petit bricolage, petits travaux à domicile, aide informatique, aide aux personnes âgées, etc. Enfin, la liste est assez copieuse. Et également les frais de garde, pas forcément à domicile, mais pour les enfants de moins de 6 ans. Toutes ces aides, donc, comme je disais, ne sont pas des tolérances, mais sont inscrites du fait de la loi, mais on ne peut pas les oublier. C'est pour ça qu'on commence par celle-ci, puisqu'effectivement, les CSE peuvent contribuer à ces aides sans payer de cotisation sociale. Je laisse Françoise vous présenter la liste donc, de ces tolérances qui sont définies par l'URSSAF, et on va commencer par les bons d'achat. Merci de me confier la parole. Est-ce qu'au moins vous m'entendez bien? Parce que j'ai eu de temps en temps quelques coupures son. Moi, je t'entends bien. Bon, parfait, merci. Donc, nous abordons le principe des tolérances URSSAF avec l'utilisation d'outils majeurs utilisés par les CSE, les bons d'achat et les cadeaux en nature. Donc, en ce qui concerne les bons d'achat et les cadeaux en nature, au-delà du bon non précisé, valable, quelle que soit son utilisation, qui est limitée à 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale, c'est-à-dire 171 € pour 2021. C'est un plafond qui n'a pas changé depuis plusieurs années maintenant. Donc, on peut attribuer des bons d'achat, bons cadeaux, quelle que soit leur forme, que ce soit sous forme de carte, sous forme de chèque, sous forme de droits en matière virtuelle. C'est donc à l'occasion de cet événement qu'on peut, par tolérance, offrir un bon d'achat allant jusqu'à cette limite. Ces 7 événements sont la naissance, la retraite, le mariage, la fête des mères et fête des pères, la Sainte-Catherine et la Saint-Nicolas, dont on verra dans la diapositive suivante que la Saint-Nicolas n'est pas la fête de Noël dans les régions de l'Est, et ainsi que le Noël. Le Noël à la fois pour les salariés et les enfants. Alors, les conditions qui sont absolument à respecter pour que les sommes affectées par ce moyen au bénéfice du salarié soient exonérées de cotisation. Donc, ils doivent avoir une utilisation déterminée. Ça veut dire que sur le support du bon d'achat, l'utilisation soit fléchée. Si c'est rentrée scolaire, par exemple, qui était le dernier événement que je n'ai pas cité tout à l'heure, si c'est rentrée scolaire, le bon d'achat devra être affecté dans les enseignes plus généralistes au rayon rentrée scolaire.
Donc, ça doit être bien spécifié sur la rédaction du bon d'achat et sur les ouvertures de droit. Ensuite, le montant donc conforme aux usages. Le conforme aux usages, ça reste systématiquement la référence aux 5% du plafond. Ensuite, en ce qui concerne la rentrée scolaire, le seuil s'apprécie non pas pour salarié, mais s'apprécie pour l'enfant. Autrement dit, le seuil pour un salarié qui a 2 enfants, par enfant, s'il y a 2 salariés dans la même entreprise, si le montant accordé pour la rentrée scolaire reste inférieur à 111 euros, il n'y a pas lieu d'avoir de On te perd un petit peu, Françoise, sur la connexion. que ça rentre. Je crois qu'on je crois qu'on perd Françoise. Oui, Françoise, il faudrait voir où tu es située parce que là, on te capte mal, voire pas du tout. Donc, ce serait bien si tu peux changer d'endroit parce que là, tu vois, même l'image est figée, on ne te capte pas. Bon, je prends le relais le temps que D'accord. Françoise. Dans la tolérance. Par contre, si on mettait les 500 pour le deuxième, 5%, effectue à partir de la décision Françoise et en principe au titre redressement. Et là, vous m'entendez ou il y a un problème de connexion? Il y a un problème de connexion. On t'a perdu depuis. Et là, est-ce que vous m'entendez à nouveau? Là, c'est bon. Ah. On t'a perdu au moment où tu expliquais la différence entre la rentrée scolaire qui était prise. Alors, je crois que c'est passé jusque sur le fait qu'effectivement, sur la rentrée scolaire, on s'intéresse à l'enfant et donc il y aura un au maximum 171 euros par enfant, quel que soit le nombre de parents. Oui. Alors que sur Noël, effectivement, chaque parent apporte 171 euros par enfant, même s'ils sont tous les deux dans la même entreprise. Ok, donc, et là, est-ce que vous m'entendez à nouveau? Oui. Donc, je reprends. Si l'ensemble des critères qu'on a évoqués ne sont pas satisfaits, cela entraîne une possibilité de redressement et ce redressement sera opéré à partir du 1er euro. Donc, attention à ne pas dépasser et à être particulièrement. On n'entend plus, Françoise. On n'entend pas. Alors, il faut être particulièrement vigilant sur les dépassements. Selon les inconvénients du direct. Peut-être que Guillaume, tu peux peut-être prendre le relais pendant que Françoise se règle pour une meilleure connexion. Donc, cadeaux. Il faut pouvoir être vigilant sur. À l'occasion de Noël, par exemple. Je ne sais pas si Claire qui administre et cadeaux en nature qui la session peut. Est-ce qu'il. C'est le décalage avec la connexion de Françoise. En fait, le problème est que quand le. Oui, et le problème, c'est que quand la connexion devient mauvaise, le son se coupe. Alors, ce que je vais faire, c'est, est-ce que vous pouvez couper ma caméra? Je vous coupe la caméra. Voilà.
On essaye comme ça. Et sinon, Guillaume, Françoise Guillaume prendra le relais sur la présentation pour que les participants puissent Désolée. suivre. Ouais, tu évoquais le dépassement de... Est-ce que ça passe mieux là en termes de son? Pour le moment, oui. Donc, j'étais sur les chèques vacances. En ce qui concerne les chèques vacances, donc le CSE a la faculté d'attribuer des chèques vacances pour financer les vacances en fonction des critères qu'il détermine lui-même, sans obligation particulière, sous réserve, bien entendu, du respect du principe de non-discrimination. En ce qui concerne les chèques LIR, ils sont attribuables sans aucun plafond, mais par contre, ils sont utilisables exclusivement en ce qui concerne l'achat de prestations et de biens strictement culturels. Donc, les chèques LIR peuvent être un moyen, notamment, d'attribuer ces aides à des personnes qui ne rentrent pas dans les cadres des événements spécifiques reconnus en tolérance par l'URSSAF. Sur la fiche, sur l'image qui s'affiche concernant les bons d'achat, vous avez un très bel arbre de décision. Cet arbre de décision part du bon d'achat attribué en dehors de toute contrainte d'événement, et chaque décision est commentée, ce qui vous permet de déterminer si, au bout de l'arbre de décision, votre attribution de bon d'achat est bien conforme et ne donnera pas lieu donc à redressement. En principe, tout ce qui est alimentaire, achat général est exclu. Par contre, l'alimentaire dit de luxe peut être considéré comme étant finançable par un bon d'achat. On peut passer à la diapositive suivante. Précision concernant la Saint-Nicolas et la Sainte-Catherine. Je l'ai indiqué tout à l'heure. Donc Saint-Nicolas, c'est le 30e anniversaire des jeunes gens célibataires, comme les 25 ans pour les jeunes femmes. Mais la Saint-Nicolas des pays de l'Est est considérée comme un événement ou une coutume locale et ne donne pas lieu à attribution de bons d'achat spécifiquement exonérés. Par contre, pour le bon d'achat qui est utilisable sans référence particulière, celui-ci peut être attribué à l'occasion de la Saint-Nicolas, mais s'il n'y a rien d'autre dans l'année. Là-dessus, permets-moi, Françoise, d'insister. Il est vraiment important de surligner que souvent, on a tendance un petit peu trop à se référer justement aux événements que tu as cités, les événements URSSAF, hein, Noël, rentrée scolaire, mariage, naissance, etc. Si le CSE, de toute façon, a, entre guillemets, une subvention qui ne lui permet pas, de toute façon, de donner plus de 171 €, quels que soient les événements à l'année, il n'est pas obligé donc de se formater à devoir absolument répondre à cette logique d'être distribué dans le cadre d'un des événements de l'URSSAF. C'est ce que tu expliquais. Dans ce cas-là, on reste dans la limite de 171 € et on peut distribuer pour n'importe quel
n'importe quel événement, et donc Sainte-Barbe, Saint-Nicolas au sens justement qui n'est habituellement pas toléré par l'URSSAF. Ça peut être même anniversaire de l'entreprise, Pâques, ce que vous souhaitez. Alors qu'effectivement, si on pense que l'on va dépasser globalement 171 € dans l'année, alors il faudra être effectivement absolument, et ce n'est pas cumulable, c'est pas l'un et l'autre, on est dans ce cas-là dans la deuxième, on est dans l'autre règle des jeux, mais c'est pas, on ne peut pas jouer avec les deux règles, on passe dans la deuxième règle de jeu possible, et dans ce cas-là, il faut absolument que ce soit donné dans le cadre d'un des événements. Merci de ces précisions. Donc, vous allez avoir dans les diapositives qui suivent un récapitulatif d'exemples de prestations non prises en charge. Donc, sous réserve, bien entendu, de ce que vient de dire Guillaume, l'anniversaire de l'entreprise, pourquoi pas, mais à condition que ça s'inscrive toujours dans la limite des 171 € tel que Guillaume vient de l'expliquer. Sinon, prime ou cadeau alloué à l'occasion de l'anniversaire de l'entreprise, c'est clairement non pour l'exonération. Les bourses ou primes d'études aux enfants des salariés, non, sauf le cas spécifique du secours. Alors le secours, on a vu que la Cour de cassation, en termes de secours, avait reconnu la possibilité d'attribuer un secours sans que ce secours soit assujetti à cotisation. Guillaume vous l'a rappelé en début d'intervention. Alors je voudrais juste rajouter dans ce point-là, il existe comme pratique dans les CSE à l'occasion de la rentrée scolaire d'attribuer soit des bons d'achat ou des sommes particulières aux salariés qui ont des enfants handicapés. Ça a fait l'objet de redressement. Ce n'est pas lié c'est lié à l'événement en rentrée scolaire. Je crois que tout le monde est conscient que les besoins, lorsque les enfants souffrent de handicap, sont effectivement plus importants, mais c'est un élément qui n'est pas reconnu par l'URSSAF en termes de tolérance. Donc, on a vu des redressements sur ces sommes supplémentaires allouées à l'occasion de la rentrée scolaire pour des enfants handicapés. Les congés de formation économique, remboursement possible évidemment des frais sur justificatif, mais en ce qui concerne les indemnités de perte de gains éventuelles, elles ne sont pas exonérées de cotisation. Prime de départ en retraite ou pré-retraite? Non. Comme vous allez voir une série de primes. En principe, quand l'avantage est accordé en numéraire, c'est systématiquement réintégré dans l'assiette de cotisation. Ce sera le cas pour la prime de départ en retraite. En ce qui concerne la médaille du travail, si c'est la médaille de l'entreprise, c'est soumis à cotisation. Si c'est une prime qui est versée en complément de celle de l'employeur, mais qui reste inférieure au salaire de base, à ce moment-là, salaire de base mensuel, hein, bien entendu,
à ce moment-là, elle reste exonérée. Et si la contribution employeur plus CSE dépasse le salaire de base, à ce moment-là, on se trouve dans une situation d'assujettissement. Prime de naissance comme versée en numéraire, bien entendu, c'est cotisable. La même prime de naissance, si elle est versée dans le cadre des tolérances par un bon d'achat qui reste inférieur à 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale, bien entendu, ça peut rester exonéré. Tout ce qui est formation aboutissant à un diplôme ou à une reconnaissance faisant l'objet d'une certification, c'est exclu de l'exonération. Les prestations du CSE concernant l'accès aux plateformes tarifaires, s'il s'agit de partir de... Ah, on n'est pas sur le même... Françoise, on est sur la partie vacances, voyage et week-end. Oui. Donc, en ce qui concerne les voyages et les week-ends, donc en ce qui concerne les participations aux vacances, en principe, l'exonération est sans limite. Par contre, bien entendu, ça doit être effectué sur justificatif. Les dépenses doivent être réelles et ça doit correspondre au séjour et non pas à des prestations qui seraient éventuellement accessoires et passées en dehors des activités sociales et culturelles. Donc les facturations devront respecter le fait de scinder entre ce qui est pris en charge ou non. Les primes de vacances allouées sous forme de primes, bien entendu, rentrent dans l'assiette des cotisations. Et les réductions tarifaires sur voyage, elles, ne sont pas soumises à cotisation. Les plateformes. La question se pose sur l'offre des plateformes. En ce qui concerne les plateformes qui sont généralistes, l'abonnement sera soumis à cotisation. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra pas s'assurer que la dépense est conforme à la nature d'activité sociale et culturelle. Donc, assujettissement sur les plateformes généralistes. Les cartes donnant accès à des réductions tarifaires, pour pouvoir bénéficier de l'exonération, c'est toujours le même principe. On doit s'assurer qu'elles donnent bien accès à des éléments qui rentrent dans la possibilité d'être financés au titre des activités sociales et culturelles. Alors, cette carte n'est de toute façon pas considérée comme un cadeau ou un bon d'achat, puisque il n'y a pas de valeur faciale. C'est un avantage dont on ne sait pas au moment de la délivrance quel en sera le montant, et elle n'a pas de valeur marchande directe. Ça concerne également il y a un gros sujet autour des CSE sur les cartes des grandes enseignes de distribution, Auchan, Carrefour, etc. Ça peut être aussi de sport, Decathlon, sur lequel
les CSE sont amenés à payer, par exemple, un bon, enfin une carte affichant 100 € de pouvoir d'achat, mais qui serait achetée par le CSE 95 € et vendue aux salariés 95 €. La question qui est souvent posée à l'expert comptable, c'est si moi je l'achète 95 € et je le revends 95 €, est-ce que je prends un risque URSSAF, puisque finalement je n'ai rien gagné, je n'ai pas non plus donné aux salariés d'un avantage spécifique. Là, les URSSAF ont pris le sujet et ont dit si, puisque l'affichage de la carte indique 100 €, donc effectivement, quelqu'un qui va faire ses courses habituelles de famille dans une de ces enseignes pourrait dire je passe par mon CSE, ça me fait toujours 5% de pouvoir d'achat supplémentaire. Et c'est cet avantage-là, si cette carte donne accès à des enseignes qui ne sont pas exclusivement dédiées à des activités sociales et culturelles, c'est ces 5%-là qui sont soumis forfaitairement par les URSSAF à cotisation sociale dès lors qu'effectivement l'enseigne ne permet pas de garantir effectivement l'exclusivité aux ASC. Oui, ce qui est tout à fait compréhensible puisque ça donne un pouvoir d'achat supplémentaire aux salariés de 5 €. Mais bon, là vraiment, la tolérance dépend des différentes régions d'URSSAF. Selon les régions, l'aptitude n'est pas systématiquement la même. Oui, dans les faits, il y a peu de redressement, hein, alors qu'effectivement, c'est indiqué sur le site de l'URSSAF. Voilà. Il y a une divergence entre la pratique de l'inspecteur sur place et dans la mesure où en plus c'est extrêmement difficile à contrôler puisque en plus ces bons d'achat, il est difficile d'en contrôler l'utilisation. Donc l'avantage est effectif qu'à partir du moment où on l'a utilisé. Donc la référence à l'exercice pour lequel les 5 € de l'exemple auraient été dépensés est compliquée. Je n'entends rien là, je ne sais pas ce qui poursuit. Est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression que vous ne m'entendez pas. Non, il y a un blanc là depuis au moins 2 minutes. Je peux prendre le relais, Françoise, non? Oui, vas-y. Donc, il convient donc de respecter des conditions aussi bien de fond que de forme. Donc, sur le fond, eh bien, c'est les éléments qu'on a pu vous indiquer, mais il faut encore que ceci soit matérialisé. Donc, il faut pouvoir communiquer sur les règles d'accès, instaurer des critères précis d'attribution hein, pour que justement ça puisse être donné en fonction de critères et non pas être alloué de manière automatique et non personnalisée auprès des salariés, puisqu'on a vu que sinon ça n'était pas accepté, c'était considéré finalement comme des primes. Et puis, il y a aussi le fait de respecter le cadre qui est indiqué sur le site de l'URSSAF. L'exemple qu'on vient de citer juste à l'instant sur les cartes d'achat type grande enseigne, vous voyez, ça c'est un élément qui a été rajouté sur le site de l'URSSAF il y a maintenant 2 ou 3 ans, un peu plus, même 3 ou 4 ans, le temps passe vite. Effectivement, sur le terrain, c'était une précision, sur le terrain, suivant le contrôle, eh bien, il peut y avoir redressement ou pas, ça dépend un peu du contrôleur, ce qui rend le conseil difficile pour l'expert comptable, puisque comme ça n'est pas automatique comme redressement, on est systématiquement obligé de jouer le principe de prudence et de conseiller de ne pas le faire, même si effectivement le CSE peut passer à travers les mailles du filet sur ce sujet-là. Donc des conditions
de fond. Et puis, au niveau de la forme, eh bien, il faut pouvoir garder les justificatifs, que ce soit les factures, les contrats ou les justificatifs reçus par le CSE, mais qui étaient au nom du salarié, qui sont donnés en tant que justificatif de remboursement. Il faut pouvoir garder les listes d'émargement lorsque l'on distribue, puisque pour pouvoir montrer que l'on n'a pas fait on n'a pas donné de façon discriminatoire, dans le sens où on a distribué à tout le monde sans avoir un élément de preuve pour justifier qu'on n'en a pas donné 3 à l'un et 0 à l'autre, eh bien, il faut pouvoir garder ces feuilles d'émargement. Donc, il faut donc prouver, tout simplement être en mesure de pouvoir prouver que les distributions ont été faites de façon respectueuse des tolérances. Il faut pouvoir aussi tenir une comptabilité. Bon, c'est dans le cas d'une réunion qui autour d'experts comptables, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais donc avec une comptabilité conforme, on a les règlements de l'autorité des normes comptables qui ont été homologués, les nouveaux, pour s'adapter au CSE la semaine dernière, donc les 2021-05 à 07, donc tenir une comptabilité conforme, de pouvoir garder les pièces justificatives. À ce sujet, on a beaucoup de questions de confrères sur est-ce que les factures dématérialisées sont acceptées, puisque pour les CSE, bien là, les CSE sont dans les mêmes règles classiques qu'une entreprise, donc il faut pouvoir faire effectivement, pour pouvoir numériser et pas conserver papier les documents, eh bien, il faut pouvoir être en mesure que ce soit eurodaté, etc. Enfin, on ne peut pas simplement consigner les fichiers PDF sans être en mesure de garantir qu'ils ne sont pas modifiables par la suite. Vous avez ensuite un dernier conseil qui est indiqué ici sur les conditions de forme, c'est de privilégier le paiement direct au prestataire, même si on peut rembourser sur facture, parce que l'URSSAF aussi peut être en mesure de vérifier que les justificatifs qui sont donnés par les salariés soient réellement des vrais justificatifs ou qui soient assez suffisamment probants. Sinon, elle pourra considérer qu'en réalité, il n'y a pas assez de contrôle ou que le risque de fraude de par les salariés est trop important et requalifier effectivement en salaire faute de garantie suffisante. En complément de ce que vient de dire Guillaume, juste une précision concernant les services à la personne. Les justificatifs à conserver sont identiques à ceux demandés pour la réduction fiscale. Donc ce sont les mêmes et il faut être en mesure de pouvoir les fournir. Donc quelques exemples, si vous m'entendez toujours. Oui. Donc, quelques exemples de redressement. Donc les participations financières au titre des événements, ça, on en a parlé en même temps que les bons d'achat. Tout ce qui est acompte, avance et prêt aux salariés lorsqu'ils ne sont pas récupérés. Alors, c'est réintégré normalement dans l'assiette des cotisations, à l'exception des circonstances particulières qui pourraient qualifier cette non-récupération de secours. Alors, quelques exemples de redressement. Donc, accessoires réglés pour la pratique d'activités sportives. Si on pratique le golf, on ne peut pas acheter directement les clubs de golf. Absence de critères d'attribution en ce qui concerne les chèques vacances. Ça arrive régulièrement. Les indemnisations complémentaires en cas de maladie, elles sont strictement proscrites hors assujettissement aux cotisations. On a trouvé quelquefois aussi, dans la mesure où le coût des verres est élevé et pas forcément bien remboursé par les mutuelles, des participations aux frais d'achat de verres et de lunettes. Et puis,
versement de primes des gardes d'enfants lorsque ceux-ci ont dépassé l'âge de 6 ans. Alors, sur la page suivante, je vais passer parce que finalement, on l'a détaillé tout à l'heure un peu plus précisément. Oui. C'était quand il y a deux conjoints dans la même entreprise. Donc, je passe un peu plus vite de temps que le temps file. Au niveau des chèques culture, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que il n'y a pas de limite sur les chèques culture, puisqu'effectivement, il consigne, il est uniquement possible d'utiliser ces bons dans l'achat de prestations culturelles. Hein, et donc, il n'y a pas de limite fixée par l'URSSAF. Et ça, c'est une vraie, souvent c'est une vraie possibilité qui est ignorée par les élus et leurs trésoriers, qui, quand ils se retrouvent à hésiter en disant mais j'aimerais donner plus que 171 € dans le cadre d'un événement, on peut très bien dire mais compléter par des chèques culture, ça fait l'objet d'aucune limite. Et donc, ça peut vous permettre effectivement de dépasser les plafonds par ces chèques-là. Alors, comme le club de golf tout à l'heure, ce qui est culturel, c'est l'élément de culture en tant que tel, ce n'est pas le matériel. Le lecteur DVD, comme pour le club de golf pour faire du sport, ou comme le vélo électrique, ou comme le vélo tout court, ça reste du matériel et ça ne fait pas l'objet des tolérances, et en tout cas, ça serait soumis à cotisation s'il y avait prise en charge de ces frais-là d'achat de matériel. Au niveau donc de la participation aux vacances, là je passe rapidement sur ce qui a déjà été dit et qui est repris ici. Il faut garder en tête effectivement que le principe des vacances ouvre en principe à exonération. Ce qu'il ne faut juste pas faire, c'est donner de l'argent sans justificatif, donner un montant uniforme, enfin une sorte de prime aux vacances, prime de départ en vacances qui serait donnée à tous. Voilà, il faut s'assurer que les personnes dépenseront réellement ou ont dépensé réellement dans le cadre de leur congé. Voilà pour la partie des tolérances. Hein. Donc, c'est large dès lors qu'on est vraiment sur l'accès au sport, à la culture, aux loisirs et aux vacances. Et en réalité, on voit bien que l'URSSAF a cherché à resserrer dès lors que les CSE souhaitaient être un petit peu en marge, finalement, parce que les bons d'achat, ça reste de l'argent donné. Mais on va, dans ce cas-là, limiter à des biens spécifiques, puisque avec des bons Noël, on peut s'acheter un petit peu tout et n'importe quoi, même une tronçonneuse ou une machine à laver, voilà, qui ne sont en soi pas des biens culturels ou de loisirs ou des vacances. Et donc, voilà, ça a été limité à certains événements spécifiques et dans le cadre de bons d'achat. Mais dès lors qu'on est sur eh bien, des prestations classiques d'activités sociales et culturelles, eh bien, vous voyez bien qu'il n'y a pas les tolérances sont assez larges et il est possible de pouvoir conseiller au CSE d'y aller sans prendre trop de risques. Alors, quand il y a un contrôle de l'URSSAF, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, ce n'est pas le CSE qui est contrôlé, mais l'employeur. Ce contrôle, il peut être simplement réalisé au niveau de l'entreprise et il arrive parfois que le contrôleur indique qu'il descendra au niveau du CSE. Cette descente peut être de deux niveaux, soit un contrôle ciblé, il va demander uniquement un point d'attention, un point sur lequel il veut plus de précision. Par exemple, est-ce que vous pouvez me donner la liste des prestations que le CSE propose et me préciser comment sont distribués les chèques vacances, par exemple. Soit effectivement, il va indiquer que c'est un contrôle un peu plus poussé et donc il va récupérer différents éléments que je vais vous développer juste après. Ce qu'il faut savoir, c'est que le contrôle porte sur les 3 dernières années qui se sont écoulées, civiles, et l'année en cours.
C'est pour ça qu'on a tendance à dire, au-delà de 4 ans, de toute façon, le risque URSSAF est éliminé. Alors, au niveau des documents à présenter, il va falloir communiquer. Donc là, je parle d'un contrôle au sens large, hein, sur la nature des avantages alloués, des prestations proposées, des participations. Il faut pouvoir être en mesure de justifier effectivement de l'octroi de ces prestations, que ce soit les distributions des bons avec les feuilles d'émargement, que ce soit si c'est du remboursement, les dates des versements, les coordonnées et nom des bénéficiaires. Il va y avoir ensuite des documents d'ordre comptable ou juridique, que ce soit les pièces justificatives, le grand livre, les états financiers, le règlement intérieur, les PV de réunion. Voilà, c'est tous ces éléments-là qui vont aussi permettre à l'URSSAF d'avoir une analyse sur les prestations. Juste un petit point justement sur les documents comptables. Ce n'est pas l'URSSAF de vérifier que le CSE respecte bien la séparation des deux budgets entre les ASC et les AEP, attribution économique et professionnelle, qu'on appelle aussi budget de fonctionnement. Cette séparation des deux budgets, ça c'est à l'expert comptable signataire de respecter et de faire respecter donc la loi telle qu'il en a prêté serment, et donc de vérifier que cette séparation est bien respectée et d'attester de cette conformité dans le cadre de sa mission de présentation des comptes. Ou au commissaire aux comptes, s'il s'agit d'un plus grand CSE, de certifier dans ce cadre-là aussi. L'URSSAF, elle va regarder les éléments comptables uniquement pour essayer de faire la liste de tous les avantages que les salariés ont pu bénéficier, finalement, quel que soit le budget, puisque ce n'est pas son rôle de vérifier ce point-là. Elle cherche juste à savoir si à un moment donné, il y a eu des avantages aux salariés et que ces avantages font l'objet de tolérance ou pas. Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y a eu cotisation sociale payée ou pas, et sinon de redresser. Ça, c'est vraiment la philosophie du contrôle. Et donc, il n'y aura pas d'analyse de savoir si la comptabilité est tenue conformément à la législation du CSE, puisqu'entre petit, moyen et grand CSE, les obligations d'ordre de présentation sont différentes. Ce n'est pas l'objet du contrôle. Alors ensuite, les conclusions donc, sont données à l'employeur. Il est communiqué pour récupérer des observations. L'URSSAF peut communiquer au CSE, mais en tout cas, s'il y a redressement, ça sera adressé à l'employeur et ça sera à l'employeur d'éventuellement chercher à contester ce redressement. L'employeur dispose de 30 jours pour répondre aux observations et il peut aussi saisir la commission de recours amiable. Alors, il est indiqué ici dans un délai d'1 mois. Depuis 2017, c'est 2 mois. Donc, il y a une petite coquille sur ce slide. Donc, il a 2 mois pour pouvoir saisir la commission de recours amiable. Et à défaut de réponse jugée satisfaisante, eh bien, l'employeur peut saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale et donc contester son redressement. Au niveau du paiement donc, des cotisations, alors qu'on soit dans le cadre d'un redressement ou que l'on soit dans le cadre classique, c'est-à-dire qu'on sait que ça ne fait pas partie de tolérance, mais on veut quand même, parce que ce n'est pas interdit, c'est juste qu'il faut payer des cotisations sociales si ça ne fait pas partie des tolérances, eh bien, c'est toujours à l'employeur de les payer. Ce qui fait que le CSE doit communiquer tous les mois sur les avantages qu'il donne qui sont soumis à cotisation sociale et l'employeur doit le faire figurer sur le bulletin de paye comme un complément de rémunération. Donc, quand il y a un redressement, eh bien, c'est exactement la même chose. C'est à l'employeur, c'est l'employeur qui est redressé, qui doit payer. Néanmoins, celui-ci peut bien sûr se retourner contre le comité afin de se faire rembourser du redressement. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il pourra tout simplement en limiter les subventions versées par la suite, entre guillemets, pour récupérer les fonds redressés. Voilà pour la partie redressement, même si on pourrait en parler encore beaucoup plus longtemps. Alors,
Petit zoom sur le bulletin officiel de la sécurité sociale que l'on appelle le BOSS. Ce BOSS est donc mis en ligne depuis mars 2021 et constitue une base documentaire qui reprend finalement l'ensemble des règlements applicables en matière de sécurité sociale. Et le gros avantage du BOSS par rapport à ces tolérances qui sont indiquées sur un site internet, c'est que la source juridique est opposable et se substitue aux circulaires antérieures. Et donc, il y aura une force beaucoup plus probante de ces tolérances, URSAF qu'on vous a décrit ce matin, dès lors qu'elles sont intégrées dans le BOSS, ce qui n'est pas le cas encore actuellement. Et on ne peut que nous espérer, en tant qu'experts comptables, et l'ordre des experts comptables invite fortement effectivement l'URSSAF à remettre ces tolérances dans le BOSS pour simplifier aussi notre travail de conseil sur le sujet et également de pouvoir à cette occasion redétailler un petit peu plus dans les tolérances tout ce qui est en lien avec la dématérialisation. Parce que les règles qu'on vous a indiquées sont grosso modo les mêmes depuis de nombreuses années, mais entre-temps, les prestations que proposent les CSE sont de plus en plus dématérialisées et on s'aperçoit qu'au niveau de ces tolérances, il y a de plus en plus, entre guillemets, de dérives rendues possibles par la dématérialisation sur lesquelles l'URSSAF n'a pas donné de règles suffisamment strictes pour pouvoir savoir exactement si on est du bon côté ou pas de la ligne et de la limite de tolérance qui est accordée. Et donc, on espère beaucoup effectivement de ce qui sera repris dans le BOSS. Alors, quelques points d'attention supplémentaires par rapport à ce qui vous a été présenté ce matin. Donc, quelques mesures exceptionnelles concernant les chèques cadeaux en bonus pour ce Noël 2021. Donc, la limite des chèques cadeaux a été portée à 250 €. Ça a été communiqué par un communiqué de presse du ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance. Donc, on fait référence à 250 € par salarié au lieu des 171 pour Noël. Et la lecture qu'on en fait, en parallèle avec la mesure Covid de 2020 qui avait porté le plafond des chèques cadeaux pour Noël à 10% du plafond mensuel pour le salarié et pour les enfants, on considère que ces 250 € sont applicables à la fois aux salariés et aux enfants, bien que le communiqué de presse ne fasse référence qu'aux salariés. Donc, vous risquez de trouver trace dans les comptes de 2021 des mesures Covid 2020 qui permettaient de donner jusqu'à 343 €, puisque la tolérance permettait que cette mesure soit mise en place jusqu'au 31 janvier 2021. Donc, pour les confrères qui établissent les comptes, on trouvera trace de cette mesure 2020, au moins le dénouement dans les comptes de 2021. En ce qui concerne les achats groupés, on a quand même souhaité faire un focus sur ces achats groupés. Pourquoi? Parce que de nombreux comités d'entreprise font des achats groupés comme de vins spiritueux, produits festifs en fin d'année, qui permettent de bénéficier des réductions fournisseurs. On se retrouve dans le même schéma qu'une contribution éventuelle du CSE qui soit cotisable si le CSE ne recède pas ses biens au prix auquel il les a achetés. Il faut quand même savoir que cette activité d'achat pour revente n'entre pas dans la compétence du CSE. En principe, elle ne peut s'exercer que dans des structures spécifiques dédiées à ces opérations. Donc, qu'est-ce qu'on préconise?
pour éviter les redressements, c'est lorsqu'il y a des achats groupés, c'est que les règlements soient faits directement à l'ordre du fournisseur, ce qui suppose un travail administratif et rigoureux de la part du CSE, puisque ça l'oblige à récupérer l'intégralité de la facture. Alors, un autre focus sur un point qui génère du redressement, c'est que bien qu'il participe au bien-être des salariés de façon évidente, puisque ce sont des prestations qui sont toutes bien-être, en principe, tout ce qui est soins corporels est exclu. Lorsque il y a des séjours qui comportent une partie soins corporels et une partie hébergement, la contribution du comité d'entreprise peut s'appliquer à la partie hébergement, mais elle ne peut pas couvrir les soins corporels. Ça fait partie aussi des quelques redressements. Un autre focus sur le coaching. Souvent, le coach est un indépendant qui intervient soit dans les locaux de l'entreprise ou qui est une prestation directe accordée à un salarié. Alors, si il intervient dans l'entreprise, pour le compte du CE, bien entendu, le coach devra absolument justifier d'être immatriculé pour son activité et être à jour de ses cotisations. Dans ce cas-là, le CSE peut se retrouver lui-même en situation d'employeur et risque donc deux choses. D'une part, une mise en cause pour le travail dissimulé, bien sûr, et un redressement qui portera sur les cotisations à la fois patronales et salariales, mais dans ce cas-là, c'est le CE lui-même et non pas l'employeur qui sera redressé, puisqu'on considérera que les sommes touchées par le coach seront un salaire net. Et ensuite, attention aux disciplines qui sont enseignées par les coachs. On a la même réserve par rapport aux prestations bien-être et corporel. Alors, on a également les coachs, tout ce qui est discipline mentale, shiatsu, feng shui, enfin, toutes les disciplines qui peuvent être coachées et en fait, qui ne font pas l'objet d'une fédération reconnue. Enfin, un point concernant les subventions fléchées. Alors, les subventions qu'on appelle fléchées, c'est lorsque le CSE obtient une subvention exceptionnelle, mais dont l'employeur préconise l'utilisation ou demande l'utilisation. C'est le cas, par exemple, des dotations exceptionnelles en matière de chèques vacances qui se substituent à une prime qui aurait dû être cotisée. Il y a eu déjà quelques redressements assez conséquents sur ce type d'enveloppe particulière. Oui, c'est quelque chose sur lequel on ne prête pas suffisamment attention alors que c'est un vrai risque. Hein. L'employeur ne peut pas s'immiscer dans la gestion du CSE et donc il verse une subvention globale d'ASC. Il ne peut pas dire je verse une subvention spécifique pour tel sujet. Là, les URSSAF ont déjà considéré, en voyant ces subventions dites donc spécifiques, fléchées, que eh bien c'était ça revenait à ce que ce soit un financement par l'employeur et plus par le CSE finalement, et puisqu'elles n'étaient pas réalisées au sein du CSE, elles étaient considérées comme de la rémunération et donc soumises à cotisation sociale. Donc, c'est une tendance assez reconnue et assez courante dans certains groupes de donner la prime de fin d'année sous cette forme. Concernant le rescrit, les limites du rescrit, donc Guillaume y a fait référence tout à l'heure, les URSSAF sont souveraines dans leur région,
Donc, même si on obtient un rescrit qui a été fait dans les règles, il se peut très bien qu'à l'intérieur d'une même entreprise, les positions des URSSAF dont les établissements dépendent ne soient pas régulièrement cohérentes. Ensuite, la question se posait, qui doit demander le rescrit? Est-ce que c'est le CE ou est-ce que c'est l'employeur qui doit être redressé? La préconisation, elle est que le dossier ait l'accord des deux avant d'être présenté. Oui. Merci beaucoup Françoise et merci beaucoup Guillaume. Il est quasiment 10h26. Les questions qui ont été posées pendant ce webinaire, il y a des commentaires nombreux concernant le son qui était excellent, voire interrompu à un moment, mais qui a été rétabli après, et donc tant mieux. Il y a eu des questions qui ont été posées par rapport au plafond de 250 € en début de webinaire, mais on a précisé dans la fin des slides que c'était une mesure exceptionnelle. Effectivement, le plafond est passé à 250 €. Une question qui a été posée, c'était comment est-ce qu'on pourra obtenir le support? Alors, normalement, et Claire nous suit normalement là. Oui, je vous confirme, le support sera envoyé en même temps que l'attestation de présence à ce webinaire. Voilà. Voilà, en plus, vous avez entendu la belle voix de Claire Delmas, qui est la responsable de notre pôle du Conseil de l'Ordre. Voilà. Donc, je crois qu'on a fait le tour des questions. Les commentaires ont été nombreux et précis de la part de Guillaume et de Françoise, que je tiens à remercier parce qu'ils ont actualisé, bien sûr, le support dans le vivant. Et je suis vraiment désolé de ces problèmes de connexion qu'il y a eu un moment. Mais heureusement, vous n'êtes pas trop nombreux à avoir quitté le séminaire, puisque vous êtes, au moment où je vous parle, encore 144 à nous suivre. Donc, je suis ravi et je vous donne rendez-vous à notre prochain webinaire sur le thème des CSE. Si vous avez des questions, des suggestions, ou si vous voulez me rejoindre, n'hésitez pas, vous savez où nous sommes. Hein, le Conseil de l'Ordre espérantable est situé au 50 rue de Londres et vous pouvez nous écrire au comité CSE. Je me permets de vous souhaiter à tous une très bonne journée et surtout une très bonne fin d'année, en espérant que les petits soucis sanitaires que nous avons actuellement dans notre pays vont s'aplanir et que vous aurez le loisir de passer de bonnes fêtes de fin d'année bien entourés de vos proches. Et je vous souhaite le meilleur pour la fin d'année, mais surtout pour 2022. On se retrouvera. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Et désolé pour les connexions. En fait, il y a des travaux sur la fibre dans le 9e à l'heure actuelle et on ne maîtrise pas du tout les connexions. Donc, désolé d'avoir été jeté à plusieurs reprises. Dans la prochaine fois, on changera d'arrondissement on évitera les travaux. En fait, j'avais proposé à Claire de venir au conseil régional parce Pas de que problème. comme on était en travaux, et elle m'a dit que en fait, ce n'était pas possible pour éviter justement ce genre de difficultés. Ok. À bientôt. Portez-vous bien. Merci. Françoise, merci Guillaume. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir Guillaume. Merci.